Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW, et aujourd'hui je suis vraiment ravi de présenter cette nouvelle formation intitulée Conception d'un modèle de deep learning, où on va faire cette deuxième vidéo qui est la suite justement de l'initiation au deep learning, où on avait expliqué dans les grandes lignes ce que c'était que le deep learning, comment entraîner un modèle, qu'est-ce qu'un modèle, donc cette petite boîte noire neuronale. Et puis il y avait eu un petit exemple rapide de ce qu'on pouvait faire en deep learning. Donc là aujourd'hui on va aller plus dans le concret, on va mettre les mains dans le cambouis. Donc je vais faire un petit rappel dans un premier temps de qu'est-ce qu'un modèle, cette fameuse petite boîte noire. Et puis on va discuter un petit peu, on va parler de la data. Cette fameuse data, qu'est-ce qu'un tenseur? Donc qu'est-ce que ces données de 1D, 2D, 3D, 4D, comment les traiter? Comment travailler ces données avec LabVIEW. Et là je vais vous montrer en fait de manière simple. On a essayé au maximum de vous simplifier la tâche en vous donnant des exemples pédagogiques pour que vous compreniez cette base. Pourquoi? Parce que cette base va vous permettre de faire des choses par la suite beaucoup plus complexes. Donc là, sans plus attendre, on va commencer. Donc on va reparler un petit peu de notre fameux modèle, cette fameuse petite boîte noire. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est un modèle, une représentation d'un modèle. Donc ce sont des couches. Alors celui-là, c'est un modèle séquentiel. Donc on voit des couches les unes derrière les autres en séquence. Et en fait, une couche va transformer un tenseur en un autre tenseur. Donc c'est un traitement. En fait, une couche, c'est une fonction mathématique, tout simplement. Il faut le voir comme ça. Et donc en entrée, on va mettre un tenseur qui va rentrer dans notre modèle. Et en sortie, on va avoir ce fameux tensor out qui est la donnée qui va sortir justement, la prédiction qui va sortir de notre modèle. Donc là, il faut comprendre qu'un tenseur, de manière simple, c'est une donnée. Donc ça peut être un scalaire, une simple valeur. Ça peut être un vecteur d'une dimension, deux dimensions, trois dimensions, quatre dimensions, cinq dimensions, n dimensions. Donc le tenseur, en fait, c'est simplement un mot un peu fourre-tout qui dit simplement data, qui dit en entrée, on va envoyer une donnée. Donc pour l'instant, ne vous préoccupez pas des dimensions. On va voir ça un petit peu plus loin dans le cours, comment traiter justement ces dimensions tensorielles. Et on prendra un exemple de base où on sera sur un tenseur 3D et un tenseur 3D avec une représentation et comment on peut le voir sur de la 2D, de la 3D sur de la 2D. Donc je vous expliquerai ça et vous verrez, c'est assez simple à comprendre une fois que c'est expliqué. Et on pourra après passer justement au TP et à l'application. Donc là, ce qu'il faut comprendre en fait sur ce slide, sur cette présentation, c'est que on a des layers qui sont les unes derrière les autres, donc en séquentiel. Et donc comme je vous l'avais dit, il existe dans le précédent cours, il existe deux types de modèles. Les modèles séquentiels, ce qu'on voit derrière moi, donc ce qui est le modèle en fait le plus simple, donc des fonctionnalités, des couches les unes derrière les autres, et comme un flux, les données vont en fait traverser justement le modèle et vont aller du tensor in vers le tensor out. Et donc on va transformer notre donnée, donc notre tenseur. Et puis il y a les modèles fonctionnels, pardon. Donc les modèles fonctionnels, c'est quoi? En fait, ce sont des modèles où la layer 0, par exemple, pourrait être reliée à la layer n plus 1. Et en fait, là, on va y mettre un petit peu plus de complexité parce qu'en fait, dans un modèle neuronal, quand on regarde un cerveau, les neurones peuvent être connectés aux neurones qui sont à côté, mais peuvent être également connectés à des neurones un petit peu plus loin. Bah là, c'est pareil. Les couches neuronales, on peut réaliser des architectures beaucoup plus complexes. Et puis, on peut réaliser aussi des entrées et des sorties. On peut rajouter plusieurs entrées, plusieurs sorties. Pas forcément aux mêmes endroits. De la même manière que vous avez un cerveau, vous avez vos yeux. Alors, vous avez deux yeux. Chaque œil est un capteur, il est câblé à un endroit du cerveau. Vous avez vos oreilles, pareil, vous avez deux oreilles qui sont câblées à d'autres endroits du cerveau. Et là, on peut considérer que les informations qu'on reçoit visuellement ou auditivement, ce sont des tenseurs qui sont câblés à certains endroits du réseau de neurones. Et puis, vous avez des sorties, par exemple la parole. Ça peut être une sortie, justement, c'est un tensor out et on crée justement une vibration en fonction des analyses qu'on réalise par le cerveau. On peut le voir de cette manière-là, en fait, dans le modèle neuronal. La deuxième chose qu'on peut voir également, c'est que on parle de neurones, mais jusqu'à présent, là, on voit comment dire, une représentation simplifiée, puisqu'en fait, on voit des couches les unes derrière les autres, mais on ne voit pas de neurones. Et bien, en fait, on peut très bien avoir une autre représentation, qui est celle-là. Donc, une représentation neuronale. Donc là, je vais m'effacer. Où on voit le input layer qui sont en fait une couche, mais avec plusieurs neurones qui vont recevoir des informations.
On a hidden layer 1, hidden layer 2 et output layer. Et en fait, ce qu'on voit derrière moi, c'est en fait des couches neuronales. Mais on voit vraiment les neurones, c'est-à-dire on voit à l'intérieur d'une couche ce qui se passe. Et donc les cercles, on peut les représenter comme des neurones. Et en fait, un neurone est câblé. Alors là, pour commencer, en fait, on va utiliser une couche qu'on appelle dense, qui est en fait la couche qui va hidden layer 1, hidden layer 2, qui sont des couches denses en fait, qui sont des couches en fait où les neurones sont tous connectés les uns aux autres. C'est-à-dire qu'un neurone va se connecter à tous les neurones de la couche suivante et ainsi de suite. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les couches denses. Et donc du coup, en tant que débutant, pour démarrer, on va démarrer justement avec cette couche-là. Donc déjà, première chose, ce qu'on va faire, on va expliquer ce que c'est qu'un neurone d'un point de vue biologique. Donc qu'est-ce qu'un neurone d'un point de vue biologique? Un neurone, en fait, c'est ça. C'est cette image que vous voyez derrière moi. Donc c'est constitué en fait de dendrites, d'une cellule de calcul à l'intérieur, donc d'un noyau. Donc les dendrites vont récupérer de l'information venant d'autres neurones. Le noyau va traiter cette information électrique. Alors c'est toujours de l'information électrique. Puis ça va passer dans l'axone. Donc l'axone, en fait, c'est ce long canal et donc qui va servir en fait de résistance. Donc on va expliquer un petit peu ce que c'est. Et puis derrière, il y a ce qu'on appelle les terminaisons axonales. Donc une fois qu'on a traité les informations reçues par le neurone, le neurone va à son tour envoyer d'autres informations à d'autres neurones via les terminaisons axonales. Donc pour résumer, en fait, on reçoit de l'information électrique, donc via les dendrites. Ensuite, on traite cette information dans le noyau, donc on reçoit plusieurs signaux. Ces signaux-là vont être regroupés en un seul signal. Et il va y avoir ce qu'on appelle une activation, donc il va y avoir un traitement dans l'axone. En fait, l'activation, c'est quoi? C'est que l'axone, biologiquement, elle va être plus ou moins épaisse, plus ou moins longue. Et donc, du coup, eh bien, on va avoir une tension d'activation ou pas qui va être envoyée. Donc, est-ce que ça suffit en fait ou pas pour envoyer une information et continuer? Et donc, nous, d'un point de vue biomimétique, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des fonctions mathématiques, des filtres pour chaque couche neuronale. On va faire des calculs et après les calculs, donc c'est-à-dire les entrées d'informations, on va vérifier si on active ou pas en fonction des informations qu'on reçoit et surtout en fonction de la fonction d'activation qu'on va choisir, la fonction mathématique. Bah là, en fait, d'un point de vue biologique, on va faire pareil. On reçoit un signal, le signal il est activé ou pas, et puis une fois si on décide de l'activer, on a un nouveau signal qui est créé. À partir de là, on va avoir justement un nouveau signal, et ce nouveau signal, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être transmis dans les terminaisons axonales pour être transmis à son tour vers les autres neurones. Voilà. Donc ça, c'est le biomimétisme. Et qu'est-ce qu'il y a derrière un neurone? Maintenant, on va faire un petit rappel justement par rapport à l'entraînement d'un modèle. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois en fait? Comment on entraîne un modèle? Donc, on a notre modèle en fait. Donc, pour pouvoir l'entraîner, comment ça se passe? On va simplement faire 3 étapes. La première étape, c'est qu'on fera toujours une forward. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va lui envoyer une donnée en entrée. Et en fonction de cette donnée en entrée, bah, le modèle il va faire une prédiction. Il va dire, ça va partir en fait dans le réseau neuronal comme un flux électrique. Et à la fin, on va recevoir la prédiction, ça va être un tenseur de sortie. Donc une donnée de sortie qui va jouer le rôle de prédiction. Cette prédiction, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir l'évaluer dans une loss. Donc comment on va l'évaluer? Eh bien, en fait, on a mesuré des données quelconques, par exemple des données météo. On a des informations de température, de pression, de géolocalisation, comment dire, de climat, enfin il y a plein d'informations, d'altitude. Et en fonction de ces informations-là, qu'on a mesurées dans le temps, on sait que tel jour il a fait beau, tel jour il n'a pas fait beau, tel jour, enfin voilà, on a différentes informations de retour. Et c'est ça qu'on appelle les prédictions. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va envoyer des informations à notre réseau de neurones. Celui-là va faire une prédiction et on va comparer cette prédiction-là que le réseau de neurones a faite avec ce que nous, on a mesuré. Et on va utiliser ça, en fait, dans la loss, dans la fonction de loss. La fonction de loss, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va évaluer l'erreur. Et en fonction de l'erreur, alors comme la donnée, elle peut être 2D, 3D, 4D, 5D, il faut imaginer que la fonction de loss, elle va évaluer l'erreur et elle va donner une direction de l'erreur. Donc, elle va donner, en fait, un vecteur. Il faut imaginer un vecteur d'erreur plus ou moins fort. Et en fait, ce vecteur-là, en fait, il va servir à quoi? Il va servir à mettre à jour, toujours dans une backward, pour pouvoir dire, voilà, les poids du réseau de neurones, donc c'est-à-dire chaque neurone a des poids.
mathématiquement, on va mettre à jour ces poids-là grâce à ce vecteur. Et en fait, de cette manière-là, on va améliorer notre prédiction. On va boucler. Et en bouclant de cette manière-là, on va pouvoir, en bouclant, on va obtenir à long terme, alors je vais me mettre de l'autre côté, voilà. À long terme, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir entraîner le modèle et le modèle va faire de moins en moins d'erreurs en fonction des données qu'on va lui envoyer. Donc évidemment, plus on va lui envoyer de données, plus il va s'entraîner. Et en fait, c'est une forme d'interpolation mathématique parce qu'en fait, ça revient à dire, si on voulait avoir une image de ça d'un point de vue matheux, c'est comme si vous aviez des points sur un graphe et vous vouliez réaliser une fonction qui passe par tous les points. Dans un premier temps, vous avez une fonction qui ne passe pas par tous les points, et puis petit à petit, en fait, on va améliorer notre modèle, et il va finir par réussir par passer par tous les points. Là, c'est exactement la même chose qui se passe, mais on va rajouter des dimensions 2D, 3D, 4D, 5D, suivant votre problématique. Et donc, c'est là où on dit, voilà, on va mettre un tenseur d'entrée et un tenseur de sortie, et on se préoccupera vraiment des dimensions au moment où on va travailler vraiment la donnée. Donc, pour résumer ça, comment ça marcherait sous LabVIEW? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va utiliser 3 VI. Donc, ce qu'on appelle un VI, c'est une fonction. Donc, si vous n'avez pas de notion de LabVIEW, je vous invite à regarder nos vidéos de formation de LabVIEW où justement on vous explique ce que c'est que le langage de programmation graphique LabVIEW de A à Z, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir de notion et on vous apprend à aller jusqu'à un niveau type architecte. Donc n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur la chaîne. Si vous êtes LabVIEWer, écoutez, vous n'aurez pas de problème à comprendre. On a 3 VI à utiliser, qui sont 3 fonctions, qui sont la fonction de forward. Donc là, j'ai mis une fonction 2D, donc pour un tenseur 2D. Une fonction de loss, et puis une fonction de backward qui va mettre à jour. Et ça, en fait, on va le boucler tout simplement. Et en bouclant, on va améliorer notre modèle au fur et à mesure. Et quand on suppose que la loss, alors la loss nous renvoie également en métrique un scalaire. Ce scalaire n'a pas d'unité, mais il a un gros avantage, c'est qu'en fait, sur les courbes, et on verra ça tout à l'heure, sur les courbes, la loss va chuter. Et en fait, le but du jeu, c'est d'avoir ce scalaire-là qui chute le plus bas possible. Et en fait, quand on juge que le modèle est suffisamment entraîné et suffisamment efficace, on arrête l'entraînement et puis après, on peut l'utiliser pour faire des prédictions. Donc là, on va faire un petit rappel également maintenant sur on va parler un petit peu de la data, la mémoire des dimensions, et cette fois-ci sous LabVIEW. On va faire un petit rappel. Donc là, ce que vous voyez derrière, à côté de moi, là, ce que vous voyez à côté de moi, alors de ce côté-là, voilà, ce que vous voyez de ce côté-là, c'est un tableau 3D. Mais il faut comprendre qu'un tableau 3D, on peut également, alors là, je vais m'effacer, on peut également le voir comme une succession de tableaux 2D. Alors, je m'explique. Là, quand vous regardez les dimensions de mon tableau 3D, il y a dimension 1, dimension 2, dimension 3, mais on peut très bien le représenter comme une matrice 3D de valeur 2D. C'est-à-dire que vous avez un tableau 2D et puis vous avez une profondeur. Il faut comprendre que sous LabVIEW, quand on indexe un tableau, si on voyait la chose de cette manière-là, on aurait la dimension 1 qui serait la dimension de profondeur et la dimension 2 et 3 qui seraient les dimensions de colonnes et de lignes. Donc de lignes et de colonnes ou de colonnes et de lignes suivant comment c'est vu. Et donc du coup, en fait, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, quand on va itérer un tableau 3D, on va l'itérer de cette manière-là sous LabVIEW de deux manières différentes. Soit on va directement l'injecter dans une boucle for, et à partir de là, en fait, les dimensions, donc la boucle for va itérer sur la dimension 1, et donc elle va itérer une par une toutes les pages, et donc on verra, si on ralentit la boucle, toutes les pages s'afficher. Ou sinon, on peut simplement indexer, et donc quand on indexe, on va indexer avec l'itérateur directement de la boucle. Et cet itérateur, comme vous voyez, en fait, c'est l'index de page. Il a été câblé sur la première valeur de l'indexation, et donc cette indexation va nous donner un tableau 2D, et donc on va voir les différentes pages. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on va l'utiliser tout à l'heure dans l'ETP, et donc c'est un petit rappel sous LabVIEW pour que vous puissiez mieux comprendre les choses. Le deuxième rappel que je vais vous faire, c'est un rappel plus informatique. Il faut comprendre en fait que ce tableau 3D, dans votre mémoire d'ordinateur, ce n'est pas un tableau 3D. C'est un tableau 1D avec un pointeur qui va pointer sur la première valeur. Et en fait, on connaît lorsque l'on fait justement ce type de tableau en informatique, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a deux informations qui sont à connaître. C'est l'adresse de la première valeur,
puisqu'en fait, ce sont des valeurs qui vont être les unes derrière les autres. Et également la profondeur, c'est-à-dire combien il y a de valeurs au total. Si vous avez un tableau 3D, par exemple, avec, je sais pas moi, 1000 valeurs au total, ben, il va y avoir 1000 cases qui vont être prises les unes derrière les autres. Et comment ça se passe? En fait, il y aura toujours la première dimension qui va être, on va démarrer sur la première dimension. On va mettre les valeurs des lignes les unes derrière les autres. Et donc on passe colonne par colonne. Et puis après on passe à la deuxième dimension. Enfin on passe à la deuxième page. On met derrière. Troisième page, on met derrière. Et en fait on met tous les unes derrière les autres. Pourquoi je vous dis ça? Ben parce qu'en fait quand on va parler de dimension, on va aussi avoir cette notion de reshape. C'est-à-dire que là, vous avez un tableau 3D, mais vous avez un VI sous la view qu'on va utiliser, qui s'appelle le reshape. À partir du moment où vous connaissez le nombre de valeurs que vous voulez, vous pouvez reshaper ce tableau 3D en tableau 2D. Par exemple, si vous vouliez, tout à l'heure, ce qu'on a vu dans les précédents diapos, on a vu qu'on pouvait représenter le tableau 3D de cette manière-là, mais on peut aussi très, très bien représenter le tableau 3D comme des pages qui sont les unes en dessous des autres sur un espace 2D. Et donc, en fait, on pourrait reshaper également de cette manière-là. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on va l'utiliser beaucoup dans le deep learning. Ces notions de reshape sont fondamentales. Il faut en fait comprendre que quand on va utiliser un tenseur, dans votre tête, il faut que vous ayez en fait cette notion de informatique, de tenseur, c'est on s'en fout de la dimension. C'est quoi qu'il arrive en informatique, ce sont des cases les unes derrière les autres. Et en fonction de la manière dont vous avez organisé vos datas et de comment vous voulez les injecter dans votre tableau, eh bien, vous avez la possibilité soit de casser la dimension 2D, 3D en utilisant justement les indexations d'une certaine manière, soit vous pouvez reshaper les datas en input ou en output. Et donc, on aura un exemple concret tout à l'heure où justement volontairement le TP, j'ai fait volontairement 2 TP simples où on va jouer justement sur les dimensions. Et donc, à la fin, pour l'affichage, on va devoir reshaper d'une certaine manière. Et donc, du coup, volontairement, je vous ai fait cet exercice-là parce que à partir du moment où ça, c'est des bases, à partir du moment où vous avez compris ces bases, vous allez pouvoir vous balader en deep learning. Mais il est primordial de comprendre ces bases. Il faut aussi comprendre que ce cours n'est pas qu'un cours de LabVIEW Deep Learning, c'est également un cours de Deep Learning. C'est-à-dire que souvent, quand vous allez regarder d'autres cours de Deep Learning, on utilise le Python, on utilise Keras, TensorFlow ou PyTorch, qui sont deux autres frameworks qui sont sous Python. Les bases sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre ces notions de tenseur et il faut vraiment comprendre ces notions de dimension. Donc c'est pour ça que je prends un petit peu plus de temps pour vous expliquer ça. Comme ça, on aura mieux compris par la suite et on ira beaucoup plus vite, on ira beaucoup plus vite après. Donc on va continuer et là on va prendre un petit exemple de data. Donc à quoi pourrait correspondre une data? Donc là je suis allé sur Kaggle qui est un site de deep learning qui regroupe également qui propose des challenges et également qui regroupe des sets de data. Et j'ai pris le set de data de la pollution à New York. Donc j'ai pris un set de data classique. Pollution à New York, donc c'est un tableau où on voit justement différentes colonnes et dans les différentes colonnes il y a les gaz que l'on peut trouver, la concentration et on peut également trouver le lieu et la date où ça se trouvait, en fait, tout simplement. Donc le boulot du data scientist dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va faire? Le data scientist dans un premier temps, il va essayer de trier les données qui sont utiles et les données qui ne le sont pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Du coup, il va prendre ces données-là et il va commencer par prendre ce qui l'intéresse. Donc étape number one, la toute première étape, c'est de garder uniquement ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, je suis très succinct, donc je vais rester volontairement haut niveau et vous faire un exemple très haut niveau pour que déjà on comprenne les bases. Et après, plus tard, on apprendra justement à modifier les datas que l'on reçoit, les normaliser et les utiliser directement dans les modèles. Donc vous inquiétez pas, on va y aller par étapes. Mais là, actuellement, on est au cours numéro 2, donc faisons quelque chose de simple pour commencer. Donc du coup, le data scientist, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les données qui l'intéressent et puis le reste, il va le filtrer. Donc pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le nom des gaz, la période, donc là, summer, winter, bon, j'ai gardé volontairement cette donnée-là, et puis la période start date, donc je me suis dit, bon, peut-être que ça pouvait être utile, et puis la data value. Nous, là, cette fois-ci, on va raisonner en fait en features. Alors qu'est-ce qu'une features? Une feature, c'est simplement input et output data. Donc, je vais disparaître. Donc, une feature, c'est les X et les Y true. Donc, c'est ce qu'on va mesurer à chaque fois. Donc, le tenseur d'entrée et le Y true, c'est un tenseur de sortie qu'on est censé attendre du modèle.
C'est-à-dire que le modèle, lui, en fait, il va faire une prédiction, mais on va toujours comparer par rapport à nos observations, c'est-à-dire le Y-true. Et donc là, bah, ce que vous voyez là, ce sont des données. Évidemment, ce qu'on va faire dans notre fameux entraînement et dans notre fameuse boucle, parce qu'en fait, nous, on avait cette fameuse boucle où ce qu'on faisait, rappelez-vous, c'était un forward, euh, une loss, et puis un backward. Et on bouclait ça. Donc vous voyez, là, il y a des données. Et donc, logiquement, là, vous vous dites, bah, les données, comment elles vont fonctionner. Je vais envoyer un tableau 1D avec 1, 2, 3 données. Et puis en retour, je vais récupérer un scalaire. Donc vous raisonnez de cette manière-là, et moi-même, je raisonnerai de cette manière-là. Donc ça donnerait quoi? Ça donnerait, si je fais une boucle, bah, je vais passer toutes ces données une par une, et puis à partir du moment où je vais passer toutes ces données une par une et je vais les comparer avec la prédiction de mon modèle, bah, je vais noter mon modèle et je vais l'améliorer. Le problème avec ce raisonnement-là, c'est que ça prend du temps. Si je dois passer toutes les données une par une, c'est quand même, comment dire, un peu chiant. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est gagner du temps. Quand on entraîne des modèles, et puis surtout que là, c'est un exemple tout bête, mais imaginez que vous avez des milliards des millions de données, même des milliards de données, oui, c'est pas exagéré de le dire, ça va être un peu difficile d'entraîner un modèle si on y va une par une. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est plutôt raisonner par batch. C'est quoi les batchs? C'est qu'on va regrouper, donc il y a une autre stratégie, c'est qu'on va regrouper les données. Donc là, par exemple, j'ai 15 données derrière moi, et ces 15 données, je les ai regroupées par 5. Donc du coup, j'ai 3 batchs. 5, 5 et 5. 5, 5 et 5. Donc ce qui va se passer simplement, c'est que bah, je vais gagner du temps, en fait, en rajoutant une dimension. Et en fait, je veux vraiment que vous ayez en tête le tableau 3D de tout à l'heure. Le tableau 3D de tout à l'heure, j'avais un tableau 3D avec 3 dimensions, et je l'ai éclaté volontairement en tableau 2D, mais sur une profondeur. Et ben là, il faut que vous imaginiez que c'est un petit peu la même chose. On va rajouter une dimension. En rajoutant une dimension, on va pouvoir parcourir les pages une par une. Et chaque page, ça va être un batch. Et en fait, l'idée, c'est de dire, bah, j'ai toujours une dimension pour mes batchs, combien j'ai de batchs, donc mes fameuses pages. J'ai une dimension pour la profondeur de mon batch, parce qu'en fait, mon batch, j'ai plusieurs batchs, mais ce qui se passe, c'est que mon batch, il a une certaine taille. Donc là, il y a un certain nombre de tenseurs, il y a un certain nombre de paquets de tenseurs qu'on envoie. Et puis une dimension, en fait, pour bah, mon tenseur, tout simplement, qui lui-même a une, comment dire, a une dimension. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous partez d'un tenseur qui a une dimension propre au tenseur. Donc c'est pour ça qu'on dit dimension tenseur et on s'emmerde pas plus que ça. Ce tenseur-là, bah, vous n'allez pas l'envoyer tout seul, vous allez l'envoyer par batch, donc avec les copains. Et donc du coup, vous allez créer un batch. Mais le problème, c'est que vous allez devoir envoyer pas un seul batch, mais plusieurs batchs, les uns à la suite des autres. Et donc du coup, cette dernière animation qui dit, bah voilà, il y a une dimension de batch. Et donc il y a bien 3 paramètres. Le paramètre 1, c'est le batch dimension, donc on prend les choses à l'envers, puisque nous, en fait, au départ, on avait présenté d'abord le tenseur, puis après le batch, enfin la profondeur du batch, puis après le nombre de batchs. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on envoie dans un modèle, on doit savoir à l'avance d'abord le nombre de batchs qu'on va envoyer, la profondeur du batch, et puis évidemment la dimension du tenseur. Donc c'est ça qui est très important. Et il faut comprendre en fait que dans un IBAL, la première dimension, on ne la connaît pas d'avance. Enfin, les deux premières dimensions, on ne connaît pas d'avance, mais par contre, il faut définir quand même le tensor dimension. Donc ça, je vais l'expliquer justement en TP. Et donc c'est là qu'on va commencer à parler du TP. Et donc quel va être le TP aujourd'hui? Aujourd'hui, on va démarrer simple. On va faire un scalaire, on va fabriquer une fonction sinus. Donc c'est hyper simple. Et donc comment on va fabriquer cette fonction sinus? Eh ben, on va utiliser la view, donc on va faire une fonction sinus. Donc on va avoir les x en fonction des y. Et en fait, premier exercice, on doit fabriquer un modèle où on lui envoie un scalaire en entrée. Et en sortie, il va nous renvoyer également un scalaire, mais qui sera sinus x. Hyper simple. Alors il faut savoir une chose, c'est que la dimension 0 n'existe pas dans AIBAL. Et également dans les autres langages de deep learning. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, il suffit. Alors, ce qu'on appelle la dimension 0, c'est la dimension du scalaire, c'est-à-dire une valeur. Donc, en fait, il faut utiliser la dimension 1, c'est-à-dire un vecteur d'une dimension, mais avec une seule valeur. Ça revient au même. Donc, on va utiliser un vecteur, un tenseur 1D en entrée et un tenseur 1D en sortie.
On va utiliser une couche d'entrée, donc qui s'appelle une input layer. Et donc l'input layer, comment ça marche? Eh bien, en entrée, on va lui envoyer un tableau 1D. Et ce tableau 1D, il va définir le nombre de dimensions et la profondeur de chaque dimension. Donc nous, on a une seule dimension, donc on va utiliser une seule case, la première. Et la profondeur, bah, ça va être 1, puisqu'en fait, c'est un scalaire, c'est une seule valeur. Donc c'est un vecteur de une valeur. Et en sortie, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser des couches de dense. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le dense, on va le définir en fonction du nombre de neurones. Et donc, en sortie, bah, il va y avoir un seul neurone. Et ce neurone, en fait, bah, ça va être le neurone de sortie. Donc, on va créer un modèle où il va y avoir plusieurs couches. Mais la dernière couche, elle aura uniquement un seul neurone. Et ce neurone représentera le résultat, la prédiction. Le deuxième exercice, un peu sur le même type. Donc on va avoir un tenseur d'entrée et un tenseur de sortie. Sauf que cette fois-ci, on va prendre un tenseur 1D. Le tenseur 1D, en fait, il aura deux valeurs, A et B. Et le tenseur de sortie, en fait, ce sera un tenseur de deux valeurs, un vecteur de deux valeurs, où ce sera sinus A et sinus B. On va entraîner de cette manière-là. C'est notre manière d'entraîner un sinus. On va volontairement, en fait, c'est comme si on rajoutait une dimension, mais on est déjà en dimension 1D. Mais en gros, on va s'amuser comme ça, pour commencer. Donc faisons cet exercice. Et aux prochaines vidéos, on ira à 2D, 3D, 4D. On s'amusera un petit peu plus. Mais déjà aujourd'hui, commençons par faire ce petit exercice basique. Donc là, sans plus attendre, on va aller installer iBal et on va regarder un petit peu comment ça marche pour pouvoir faire fonctionner le deep learning et designer justement ce modèle de sinus. Nous voilà donc sur le site de Graphic, donc www.graphic.io. Donc vous voyez l'adresse affichée dans la barre de navigation. Et donc là, on va directement dans la section Download. Et donc on va aller télécharger l'installeur Jim, donc qui est l'installeur de la suite Graphic 365, où dedans il y a justement le toolkit iBal. Donc on lance le téléchargement et on va commencer à installer iBal. Me voilà donc sur le bureau Windows. Donc on a installé Jim, donc l'installeur de l'entreprise graphique, donc sur lequel il y a le toolkit iBal. Donc là on va sélectionner iBal tout simplement et on va lancer l'installation. Je vais installer la version 1.3.6.5, donc probablement quand vous regarderez ces vidéos la version sera différente, mais bon c'est toujours le même principe. Donc là il suffit simplement de choisir la version qu'on veut installer. Donc là je vais rester sur la version 2020, on va utiliser aujourd'hui la View 2020 par souci de commodité. Donc là, je viens de lancer l'installeur. Donc là, comme vous voyez, bon, le téléchargement, il est assez rapide et l'installation va se faire aller dans les 30 secondes là, qui arrivent. Donc là, volontairement, je parle pour ne pas accélérer la vidéo et puis pour vous montrer également l'efficacité de cette installation qui est terminée. Voilà. Donc du coup, on va lancer la view et on va démarrer tout de suite comment dire, le TP. Donc c'est parti, donc LabVIEW a été lancé. Donc la première chose que l'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va commencer par générer un sinus. Alors générons un sinus pour commencer. Donc c'est parti, on y va. Alors pour faire un sinus, alors on va commencer par faire notre jeu de données. Donc trigonométrie, sinus, voilà. Donc on va créer une boucle. Voilà, on va prendre une boucle for. On va générer, je sais pas moi, 1000 valeurs par exemple. Et constante. Alors, tac. Alors, toujours un petit commentaire. Donc là, on va faire data creation. OK. Donc là, on est bon. OK. Ensuite, on va générer sur deux périodes. Donc, pour faire ça, on va faire un contrôle espace. Et on va aller chercher 2pi. Hop. Ah non, attendez. Contrôle espace, pi. Alors pi, voilà, 2pi. On va multiplier ces 2pi par 2. Alors on va utiliser, je pense, le multiplicateur qui est ici. Ok, donc déjà j'ai ça. Donc je suis en train de placer tout ce qu'il y a à placer. Donc du coup, on va faire ça. Et je vais multiplier par 2. Donc ça va être mes deux périodes. Et donc, on va diviser i par 1000. Comme ça, l'itérateur, il va augmenter au fur et à mesure.
et il va couvrir, il va aller jusqu'à 1 et il va couvrir jusqu'à 4pi. Donc c'est parti, donc on divise mon itérateur. Donc on va insérer, alors pour éviter les nœuds de coercition, coercition, je me trompe tout le temps. Bon, c'est pas très grave. On va faire une conversion. Donc du coup, on va faire une conversion en double. Ouais. Et là, c'est pareil. On essaie de garder les bonnes pratiques, même si c'est un petit exemple rapide. Voilà. Tac. On câble ça. Donc là, globalement, on va avoir l'itérateur qui va augmenter dans le temps. Et donc du coup, on va avoir des valeurs de plus en plus grandes. Et en fait, on va faire tout le spectre des 4pi. Comme ça, on a notre jeu de X avec la boucle. Qu'on va injecter directement dans le sinus. Voilà. Là, un petit commentaire. Hop. Donc ça, c'est nos X. Et du coup, ce qu'on va obtenir, c'est les Y. Donc ce qu'on va faire, on va obtenir le Y true. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va vérifier que je ne me suis pas trompé. Et donc, on va déjà afficher cela. Tac. Donc je rajoute un petit commentaire rapide. Voilà. Voilà, c'est important de... On va essayer de garder les bonnes pratiques. Donc l'affichage, on va le faire sur un... On va utiliser un graphe XY qui est vraiment pratique. C'est peut-être pas mon préféré puisque ça dépend des cas, mais il est vraiment pratique ce graphe. Alors XY graphe, ok. On va juste enlever le label. Donc là, on met les X. Et là, c'est les Y. Ok, donc là, on n'est pas trop mal visiblement. Donc là, on va essayer d'afficher ça. Donc pour afficher ça, pour ne pas se tromper, on va créer constante. On va extraire le cluster de la constante. Et donc, on va construire le cluster à l'intérieur de la boucle. Voilà, donc là, pour l'instant, pas très compliqué, assez classique. Hop, voilà. Donc là, c'est vraiment pour tester, hein. Donc du coup, je vais faire un peu de place. Voilà. Donc X, Y. Je câble. Et en théorie, on devrait avoir notre graphe. CTRL R pour pouvoir lancer. Et là, j'ai bien deux périodes. Un sinus à deux périodes. Première période, deuxième période. Voilà, simplement. Ok, donc j'ai mon jeu de données. Parfait. J'ai vérifié que ça fonctionnait. Donc pour l'instant, c'est bon. Donc CTRL B, on nettoie tout ça. Et on a créé justement notre jeu de données. Donc on a notre Y true. Donc là, on a créé nos data. Ok, je les mets de côté pour l'instant. Voilà, on rend un peu compact le code. Voilà. Voilà, donc on a nos X et nos Y true. Bon, jusque-là, tout va bien. Maintenant, il va falloir créer notre modèle de deep learning. Alors pour ça, deep learning, donc bouton droit sur la palette, deep learning, et on va choisir layer. Ce qu'on va faire, on va prendre, je sais pas moi, 3 danses. Allez, c'est parti. Ok. CTRL espace, CTRL W. Et voilà, on a câblé tout le monde. Parfait. Et il nous faut également, alors je reste appuyé sur CTRL et mise à jour pour pouvoir copier. Donc c'est pour ça que comme ça que je fais. CTRL espace, CTRL W. Voilà, sauf que cette fois-ci, on va prendre un input layer. Ok. L'input layer, bah, il va falloir donner les shapes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on y entre. Alors le tenseur, quelle est la dimension de mon tenseur? Donc là on a dit qu'on prenait un scalaire, donc du coup ça va être une dimension 1D avec une seule valeur de profondeur. Donc 1D, j'ai besoin de remplir uniquement la première case, donc c'est volontaire, je fais ça pour qu'on voit bien. Donc je vais remplir la première case et je vais mettre 1 puisque j'envoie une valeur. Voilà.
Donc là, du coup, j'ai créé un modèle qui va recevoir un tenseur 1D. Je vais rajouter un peu de neurones. Hop, donc dans les units, je vais en rajouter plutôt, allez, 150. 150 neurones. Et on touche pas au reste pour l'instant. Voilà, dans les paramètres. Alors, pareil pour le suivant, sachant que j'ai oublié de modifier un truc. Les fameuses activations. Donc on a une liste de fonctions d'activation. On verra ça à un autre cours, on expliquera. Là, je vais mettre, pour introduire volontairement de la non-linéarité, je vais mettre, allez, du switch, c'est parti. Et puis ici, je vais mettre du... Qu'est-ce que je pourrais mettre allez, du relu, c'est parti. Voilà, c'est volontaire, c'est pour mettre de la non-linéarité. Et enfin, le dernier paramètre, créer constante. La sortie, j'ai besoin d'un seul neurone pour pouvoir récupérer ma valeur, ma seule valeur qui m'intéresse. Donc, tac, voilà. Puisqu'en fait, je vais avoir un vecteur d'une seule valeur. Et donc, il n'y a pas de changement de dimension quand on utilise une danse. Donc, si j'envoie du 1D à une danse et qu'on continue sur des danses, on aura du 1D, 1D, 1D. Donc là, ça signifie qu'en fait, on a un vecteur 1D avec une seule valeur. Ok, pour le modèle, on est bon. Donc le modèle, je vais le mettre là-haut derrière moi. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, ce qu'on va faire ici, on va organiser les données. Alors, comment on va organiser les données? Eh bien, on va utiliser le fameux reshape array, qui est l'information la plus importante. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai 1000 valeurs. Donc moi, ce que je voudrais faire pour mes x, on va faire, alors c'est ce qu'on va faire, on va d'abord faire les batchs. Donc on va dire qu'on va faire 10 batchs. Ok? 10 batchs de profondeur, ce qu'on va y ajouter. Alors, on va commenter ça pour que ce soit vraiment compréhensible par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, batch dim. Ça, c'est la première chose. Donc, j'ai ma batch dim 10. Ok. Et donc, du coup, mes batchs, comme ça va être qu'une seule valeur par tenseur, ils vont avoir 100 de valeur, puisque si on veut utiliser la totalité du tableau. Donc là, du coup, ça, c'est batch size. Donc, on va dire 100. Donc, on envoie 100 points par 100 points, tout simplement. Alors, je vais me décaler pour avoir du texte volontairement pour pouvoir mettre du commentaire. Insert, visibilité thème. Donc, batch size. OK. OK. Et puis, la dernière dimension, c'est la dimension de mon tenseur qui est une dimension de 1. Voilà. C'est une dimension 1, c'est un tenseur 1D avec une valeur. Et donc, en fait, le fait de dire que c'est une dimension 1D, comme j'ai tous les points qui sont déjà positionnés, on sait qu'il n'y a qu'une seule valeur. La troisième dimension, il n'y aura qu'une seule valeur. Hop. Tenseur dim. T. Ok. Bien évidemment, ce code-là sera je le mettrai sur GitHub. Il sera partagé, donc vous pourrez l'utiliser sans problème. Ok, alors du coup, ce qui se passe, on va se décaler légèrement pour pouvoir faire la même chose avec les Y. Donc, on va envoyer 100 points par 100 points, et donc par 100 points par 100 points, on va faire 100 prédictions par 100 prédictions. Donc, c'est les mêmes dimensions d'entrée, c'est les mêmes dimensions de sortie. Donc, du coup, on va simplement copier ça. Donc, le tenseur d'entrée a la même taille que le tenseur de sortie, ce qui n'est pas toujours obligatoire, mais dans notre cas, aujourd'hui, ce sera le cas. On a des exemples où on montre que les tenseurs ne sont pas du tout de même taille. Voilà. Le but du jeu, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment de manipuler et de comprendre un petit peu comment ça marche, ces histoires de dimensions, et être capable à terme, là aujourd'hui, c'est de la 1D avec de la 1D en entrée, mais que je puisse mettre en entrée de la 2D ou de la 3D, et puis en sortie de la 2D, 3D, ce que je veux en fait, et donc je puisse m'adapter à mon problème. Donc la bonne nouvelle, c'est que iBal est aussi souple que Keras TensorFlow, et donc du coup, on peut faire tout ce qu'on veut, et on peut mettre autant d'entrées qu'on veut, enfin, il n'y a pas de souci avec ça. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur le site internet de la documentation de iBal, où vous verrez justement des exemples. Il y a un Get Started qui vous permet justement de comprendre comment réaliser un modèle. Il y a des vidéos également, réaliser un modèle, runner un modèle, entraîner un modèle, enfin conceptualiser un modèle.
fabriquer un modèle, l'entraîner, le lancer, faire un modèle multi-entrée, multi-sortie. Tous ces exemples-là sont à votre disposition et on les regardera également dans nos vidéos, mais si vous avez envie de jeter un œil, n'hésitez pas quoi. Ok, donc du coup, là on est bon, bah, il n'y a plus qu'à lancer les boucles. Donc la première boucle, ça va être une boucle while. Donc ça va être la boucle, en fait, cette boucle-là, ça va être la boucle de batch. Donc c'est l'époque époque loop. Donc rappelez-vous, l'époque loop, c'est quoi? C'est quand on va faire passer la totalité des données. Et quand on a fait passer la totalité des données, eh ben, on est, comment dire, ben, on a fait une époque. Donc c'est parti, hop. Voilà, on va câbler ça. Donc ici, on remet toujours un label. Donc là, c'est les X. Et là, c'est les Y true. Voilà, donc on a... Alors bien évidemment, les données, normalement, on ne les envoie pas de cette manière-là. Il y a des stratégies, en fait, pour faire des trend sets et des test sets. Là, aujourd'hui, on ne se préoccupe pas de ces histoires de trend set, test set. On se contente simplement d'envoyer des X et des Y et de montrer que le modèle s'entraîne. Également ça, on verra ça dans les prochaines vidéos. Là, vraiment, c'est vraiment la deuxième vidéo. C'est volontaire pour pouvoir déjà comprendre comment ça se passe. Ok, donc on va câbler ça. On met un registre à décalage. Hop. Et pour les erreurs également, Shift Register. Bon, parfait. Donc du coup, l'itérateur, on crée un indicateur et ça, c'est ce qu'on appelle les époques. Voilà. À chaque itération de cette boucle-là, on a passé la totalité des données. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, alors on va itérer sur les batchs. Donc comment ça se passe? Ben, on prend un for loop, tout simplement. On envoie. Et donc, ce qu'on va faire, on va itérer sur les batchs. Et donc, on va envoyer à chaque fois, en fait, nos batchs directement dans Aibal. Et en fait, Aibal, il est fait pour récupérer les batchs. Donc, du coup, là, on va récupérer un tableau 2D. Et donc, on va aller faire un run dans Aibal. On va faire notre forward. Donc, c'est parti. Alors, on a une seule input, 2D. Alors, on aurait pu utiliser le mode automatique, mais en fait, là, c'est volontaire. Je ne veux pas qu'on l'utilise. Pourquoi? Parce que je veux vraiment qu'on comprenne ce qu'on fait par nous-mêmes. Mais il y a un mode automatique en fait avec les dimensions qui simplifie aussi la vie. Mais en fait, le problème de ce mode, c'est qu'après, on ne sait plus du tout ce qu'on fait. Et donc, honnêtement, je préfère qu'on aujourd'hui qu'on se débrouille, on se débrouille proprement, quoi, qu'on le fasse nous-mêmes. Voilà. Déjà, comprenez comment ça marche. Et puis après, bon, bah, vous pourrez vous amuser avec le mode automatique. Ok, alors là, le forward, c'est bon. On va indiquer qu'on est en entraînement. Pourquoi? Parce qu'il y a des optimisations de calcul derrière, suivant qu'on soit en entraînement ou dans un autre mode pour la forward. Donc là, bon, on met training, voilà, on s'emmerde pas plus que ça. Ok, ensuite, on va câbler ça à... Hop, alors on va câbler ça à la loss. Donc la loss, pareil, la Y true est en 2D. Alors, on n'a pas câblé. Oups. Alors, on va d'abord câbler. Voilà. Donc ça, c'est le... Alors, Aibal, actuellement, nous prenons du single. On peut faire voilà. On peut faire une conversion pour mettre du single et pour éviter le petit point rouge. Voilà. Voilà, on prend du single exactement de la même manière que TensorFlow. TensorFlow prend également du single. Bam. Ok, alors de la même manière, je vais simplement traduire ça en single. On n'est pas obligé, hein, c'est vraiment une bonne pratique. Voilà, c'est juste pour mettre en place la bonne pratique. Donc là, c'est la batch loop. Donc là, on envoie batch par batch, en fait. Donc, je vais, hop. Donc là, vous voyez ici, là, le petit itérateur, ce qu'on avait vu tout à l'heure dans les présentations. Et ben, on itère sur la première dimension. Et la première dimension, c'est la dimension des batchs. Donc, on va passer les batchs un par un. Donc, page par page de batch, sachant que dans les batchs, il y a plusieurs tenseurs. C'est des paquets de tenseurs, en fait, tout simplement. Et nous, dans notre cas, bah, c'est un tenseur 1D. Donc, il y a juste une valeur. Donc, il y a 100 tenseurs. On envoie 100 tenseurs par 100 tenseurs. Donc voilà.
vous inquiétez pas, on reviendra sur ces dimensions pour vraiment se familiariser parce que c'est loin d'être simple. On peut se perdre très facilement. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre. Ok, là, je vais... Hop. Registre à décalage. Voilà. Donc la boucle d'entraînement. Ouais, je pourrais même l'appeler training loop, plutôt. Voilà, nous avons notre boucle d'entraînement, ce qui est pas mal. Et en fait, il faut donner une condition de sortie. Donc là, pour l'instant, on va se contenter d'une condition. Si on a une erreur, on sort, tout simplement. Ok. Et puis, bon, là, c'est sympa, mais ce serait bien d'avoir... là, on entraîne un modèle, mais on voit rien. Donc l'idée, ce serait de voir quelque chose. Et donc, pour voir quelque chose, ben, on va afficher justement, on va display les données. Donc, on va regarder Graph Display. Alors, on va s'occuper de ça. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va faire une forward. Hop. Alors, cette fois-ci, il faut câbler. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va... On passe cette fois-ci en mode predict. Une simple prédiction. Et on va afficher les données qu'on veut prédire. Donc, pour afficher les données qu'on veut prédire, on va dans Data. Alors, je le refais. Donc, pour afficher les données qu'on veut prédire, on fait Data. Voilà. Là, j'ai fait un petit peu de place. Tac, 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 tac. Voilà. Ok, et bah, toujours pareil, output. Donc là, c'est output forward, mono. Il n'y a qu'une seule output 2D. On expliquera les mono, multi, forward, backward. En fait, on peut tout tracer dans Ribal. C'est ça qui est génial avec le langage graphique LabVIEW, c'est qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est très puissant. Alors, ça c'est bon. Ok, donc maintenant on va décider ce qu'on envoie comme données. Alors du coup, comme je veux rester en flux, je vais juste simplement traverser ici. Comme ça, on a les Y-true et les X-true. Alors, les X-true, on va les afficher dans le tableau. Les Y-true, on va les afficher dans le tableau. Seulement les X-true, je vais envoyer la totalité, mais je vais reshaper. Donc vous vous souvenez le fameux reshape? Là, on a 1000 données qui ont été générées. D'accord? Peu importe le tableau qu'on a ici, si on le reshape simplement à 1000 valeurs 1D, bah, ça marche. Donc on va reprendre un reshape, on va poser. Là, on va le câbler. Voilà. Et on va, nous, ce qui nous intéresse, c'est récupérer un tableau 1D pour pouvoir l'afficher. Donc, on va voir les 1000 valeurs. Donc là, ça, c'est les valeurs X. Très bien. On fait la même chose pour Y-true. Alors. Donc, c'est toujours Y-true. Hein. On n'a fait que traverser là, il n'y a pas eu de transformation. Ok, allez, on insère le Y-true. Ok. Voilà, c'est histoire d'avoir le commentaire et pour ne pas se perdre. Donc on a nos X, on a nos Y-true. Donc on va envoyer nos X. Donc on va décaler tout ça. Donc les X, je les envoie dans ma forward pour faire une prédiction. Qu'est-ce qui n'a pas... Ah oui, oui. Qu'est-ce qui n'a pas été... les X... Ah oui, bah, je dois envoyer un tenseur. Donc j'envoie 1000 valeurs. Mais alors, voilà, j'ai anticipé. Là, c'était sur ce qu'on va afficher. Moi, ce qui m'intéresse... C'est normal. Donc moi, ce qui m'intéresse en fait... Hop. C'est d'envoyer un tenseur en entrée. Donc là, si j'envoie un tenseur... Toujours X. Mais il faut envoyer un tenseur... Alors, une dimension. Donc la profondeur, c'est 1. Voilà. Donc là, c'est pareil. Ici, là, c'était la profondeur de 1. Ça veut dire qu'on a une seule dimension. Puisqu'il y a une seule case qui a été sectionnée. On aurait pu en sectionner plusieurs. Avec une profondeur de 1. Donc c'est le même principe que l'input, en fait. C'est comme ça, en fait, qu'on gère dans LabVIEW les dimensions. C'est plutôt pas mal. Et vous inquiétez pas, encore une fois, on retravaillera cette partie-là. Donc là, du coup, j'ai envoyé les X. Très bien.
je les ai reshapés, j'ai envoyé la totalité des X. Donc là, j'envoie d'un coup en fait les deux périodes. Donc les 4 pi. J'envoie 4 pi d'un coup. Ok, donc Y true, on a, ça c'est bon. On pourrait même croiser uniquement là. Voilà, pour être tranquille. Ok. Bon, du coup, ça c'est fait. Maintenant, ici, on va obtenir quoi? Ben, on va obtenir le résultat. Donc, YPred. Alors, hop, output. Alors, output, on va encore prendre de la place. Oui, on peut y aller jusque-là, en fait. Donc, ici, comment ça marche? On a un cluster en sortie, en fait. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est les datas. Non, attendez. Tac. Double-clic. Les datas output de 2. Ah non, on les a directement. On les a directement, donc il n'y a pas besoin. Donc on a un tableau 2D ici, qui est en fait... alors ça va être YPred. Oui c'est ça, YPred. Item, hop, YPred. Donc là on est bon. On a YPred. Donc maintenant on a X, YTrue, YPred. Et il n'y a plus qu'à afficher ça dans notre graphe. Alors comment on fait? Ben, on fait comme tout à l'heure, hein. La technique est toute bête, hein. Vous prenez un graphe, vous créez non, une constante. Create constante, parfait. Alors on sait que c'est un tableau qui l'attend, donc on va le fabriquer. Alors là, il attend un tableau de deux valeurs, c'est X et Y. Mais en fait, si vous rajoutez des Y, si vous rajoutez dans ce cluster en fait d'autres valeurs, il va faire plusieurs courbes sur le même X. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire un copier et un coller qu'on va réinjecter. Ensuite, on va réorganiser ça verticalement, très bien. On va mettre des noms qui nous conviennent pour que ce soit facile. Visible item label, donc là c'est Y true. Et l'autre ça va être YPred. Et ce qui est bien, c'est qu'on va voir en temps réel, époque par époque, le sinus s'entraîner et faire fonctionner Ça va fonctionner en fait en direct. On va avoir un entraînement en direct, un monitoring en direct. YPred. Voilà, on y est presque. Ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va mettre une petite boucle de construction. Donc une petite boucle for. Ok, on y injecte nos valeurs. On n'a pas besoin de l'itérateur. Parfait. Voilà. Ok. Et il n'y a plus qu'à construire. Il n'y a plus qu'à. Alors on va se décaler légèrement. Voilà. Comme ça, je vais prendre un petit peu de place ici. Voilà. Ouais, j'aurais dû faire bon, c'est pas grave. Ok, et donc là, c'est la display loop. Ok. Et il n'y a plus qu'à construire et on a terminé. On bundle tout ça. Alors, X. Ok, c'est bon pour le X. Ensuite, on va prendre le Y-true. Parfait. Et ensuite, on va prendre... là, j'aurais pu faire... Alors, en type, on va direct passer en single. En type... Hop. En single. Et enfin, le dernier. Ça évite les nœuds de coercition. Coercion. Si je me trompe, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire. Avec un petit pouce bleu aussi, si possible. Bon, allez, on y va. Allez, on y est presque. Donc, du coup, on y va. Alors, on y va. Normalement, on a terminé. On pourrait afficher également la loss. Alors, on va regarder un petit peu la face avant. La face avant, on va l'améliorer un petit peu. Alors, comment on va l'améliorer? On va mettre... Alors, ça, c'est Y. True. Ok. Ensuite, il y a YPred.
Allez, on y est presque. YPred. On va le mettre un peu plus épais pour que ce soit un peu plus cool à regarder. Ouais, au moins ça, quoi. Et les époques, on les affiche de cette manière-là. On peut faire un graphe un peu plus grand. Se faire plaisir, hop. Soyons fous. On va de 1,2 à moins 1. Moins 1,2. On va éviter que ça bagote. Hop, voilà. Là, on laisse en automatique, c'est parfait. Les époques, on est bon. Et on a dit qu'on voulait afficher une loss. Donc pour afficher une loss, on va prendre un waveform chart. Waveform chart. Allez, je pense que ça devrait être bon. Label. Là, on va afficher loss. Il n'y a pas d'unité. Voilà. Je crois que c'est bon, hein. Je me suis peut-être trompé dans la... On va vérifier ça. Ok. Alors, on y va. Où est-ce qu'elle est ma waveform chart? Elle est là. Je vais la câbler. Alors, je vais la câbler en sortie de Datalos. Et en fait, ouais. Alors, attendez. On va déjà... Hop. Voilà. Model Information. Datalos. Je prends le scalaire de la loss. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, la loss à l'intérieur, et on verra ça plus tard, il y a la loss et puis il y a pas mal d'informations en fait que vous pouvez avoir parce qu'il peut y avoir comment dire, plusieurs sorties. Donc en fonction de comment on gère le truc. Oui, c'est ça, il peut y avoir plusieurs couches. Donc il y a plusieurs noms, plusieurs index, il y a tout plein de choses et on verra quand on fera plusieurs entrées, plusieurs sorties. Donc du coup, là, ce qui nous intéresse là maintenant, c'est tout de suite, c'est d'avoir la loss. Sauf que là, on va avoir un tableau 2D parce qu'en fait, on envoie à chaque fois 10 batchs par 10 batchs. Donc on peut, soit en lice, on fait un min, on fait la moyenne des loss, soit on affiche uniquement une des loss. Bon là, je vais afficher uniquement une des loss. Donc du coup, je vais indexer. J'indexe ma loss, j'injecte dans ma waveform, et là, normalement, on est bon. Alors on croise les doigts, et on vérifie que ça plante pas. C'est parti, CTRL R. Ah! Ma licence. Ok. Donc, bon, petite parenthèse, les licences sont gratuites pour les étudiants, donc n'hésitez pas à demander une licence si vous êtes étudiant. On fait payer uniquement les entreprises pour le toolkit AIBAL. Alors, ce qu'on va faire, on va éviter l'autoscale. Ah si, bah c'est bien l'autoscale, oui, au contraire. Et voilà, bah écoutez, on a eu, pendant qu'on discutait, la loss, bon, bah le modèle s'est entraîné, hein, plus ou moins. Donc vous voyez, la loss, en fait, elle a chuté. Et puis là, actuellement, on lit juste la loss de la batch 1 des tensors. Et donc là, bah oui, ça va fonctionner. Regardez, il est en train de se redresser tranquillement. Il va se redresser tranquillement. Et puis en fait, on a réussi à fabriquer un sinus. Là, vous voyez, il se redresse tranquillement, il s'entraîne. On peut même le redémarrer. Tiens, on va le redémarrer. On va recommencer. Vous voyez, c'est assez simple en fait dans le fonctionnement. Quand on a compris. Et le plus important, il faut vraiment comprendre ça, le plus important, c'est de comprendre cette histoire de tenseur et de dimension de tenseur. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre. Donc voilà. Donc du coup, ce qui va se passer là, bah écoutez, c'est pas trop mal. Bah, on va faire le deuxième exercice. On va modifier justement les valeurs du tenseur, donc les dimensions. Donc c'est une histoire de dimension, c'est-à-dire que là, on passe d'un scalaire à un vecteur 1D avec deux valeurs. Donc on change les dimensions. Donc bah, c'est parti, faisons ça. Et puis voilà. Donc, hop, on va quitter. Donc il nous a fallu à peu près pour avoir le redressement 1398 époques. Donc on va le garder, on va dire 1400 époques. Bah, 1400 époques. Pourquoi? Parce que comme on va changer en fait l'entrée, on va mettre un tensor 1D avec deux valeurs. Du coup, on a deux valeurs qui sortent et on a deux valeurs qui sortent. Donc du coup, le compte n'est plus à 1000. Là, si on multiplie tout ça, on est à 2000. Donc on va diviser soit le nombre de batchs, soit le nombre de valeurs qu'on envoie par batch. Bon, allez, on va diviser le nombre de batchs par 2. Donc 5 batchs. 5 batchs. Donc on injecte bien un tenseur. On a juste... Bah, en fait, une fois qu'on a compris les dimensions, c'est assez simple. Donc là, du coup, 1000 valeurs, ça bouge pas. 1000 valeurs, ça bouge pas. 1000 valeurs, mais attention,
on va envoyer, la dimension. Donc on va envoyer, attendez que je me trompe pas, ces deux dimensions. Donc on envoie un seul batch. Il a 500 valeurs. C'est un batch qui a 500. En fait, on va envoyer 500 tenseurs. En fait, c'est ça. On envoie un batch à chaque fois dans la forward. Et donc là, c'est un seul batch de 500 tenseurs. Et les tenseurs, c'est une seule dimension de deux valeurs. Voilà. Donc, on divise également. Et donc, ça fait bien 1000, la totalité des points. Donc là, si j'envoie, donc là, on était à 1400 époques. On va volontairement nettoyer ce chart-là. Celui-là, il va se nettoyer tout seul. 1400 époques. Et là, comme j'ai changé en fait la configuration d'entrée et de sortie, ben, on va voir s'il faut 1400 époques ou moins. Moi, je vous parie qu'il faut moins. Alors, on a une erreur. Ah bah tiens, ça c'est cool. On a une erreur et donc ça va nous permettre... Oui, d'accord, très bien. Je vois l'erreur qu'on a. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une erreur sous iBal, il y a un rapport qui... Bah, c'est parfait d'avoir cette erreur-là, comme ça on va voir ce qui se passe. On a un shape mismatch. Parce qu'on a oublié un truc, c'était le tenseur de sortie, qui est sur la dernière couche qu'on n'a pas réglé. On a oublié de mettre 2 unités au lieu d'une unité sur le truc. Donc il va nous le dire. En fait, voilà, il dit que the expected shape c'est 101, donc ça c'est le tenseur de sortie. Et nous, on a assigné 102, et donc c'est incompatible. Donc entre en fait la loss, donc ce qu'on a balancé dans la loss, et le output. Donc c'est normal, donc on quitte. Donc du coup, on va le lire, on va le changer là. Hop. Voilà ce qu'on a oublié de faire. Et là, maintenant, on fait un CTRL E. C'était 1400, donc le nombre d'époques. On le lance. Et voilà, là, c'est parfait. Et donc là, on voit que... ouais, bah ça y est, on y est là. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre... Alors, ce qui est bien avec LabVIEW et iBal, c'est qu'on peut faire des tests très rapidement. Et là, vous voyez, on a changé un tout petit peu l'architecture et vous voyez que l'entraînement, il est beaucoup plus rapide. On est à 500 et on est à quasiment terminé. Alors que tout à l'heure, il fallait 1400 valeurs. Ça va se redresser, mais on voit quand même que c'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Donc ça joue énormément. Les paramètres, la manière dont on architecture les modèles, et ça, tout ça, on va apprendre, on va comprendre pourquoi. Et on va comprendre ce qui est deep dans le deep learning et ce qui permet justement d'améliorer justement ces entraînements-là. Vous voyez, là, on est à 900 et ça y est, c'est terminé. Et donc du coup, voilà pour les deux exercices. Donc je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la chaîne, enfin à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Faites vos tests. Ce VI est disponible également sur GitHub. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.